Radio J. Radio J. Géopolitique le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Bonjour Samy Cohen. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Radio J. Vous êtes politologue, directeur de recherche émérite au CERI Sciences Po. Vos travaux portent sur la politique étrangère et les questions de défense sous la Ve République. Vous avez également beaucoup travaillé, Samy Cohen, sur Israël. Je citerai d'abord évidemment votre premier ouvrage issu de votre thèse de Gaulle, Les gaullistes et Israël. Plus récemment, vous vous êtes intéressé à la réponse israélienne à la menace terroriste dans un livre très important intitulé Tzahal à l'épreuve du terrorisme et qui avait été beaucoup commenté à l'époque. Livre paru en 2009. Une situation sécuritaire qui nourrit, on le sait, le débat politique israélien entre défenseurs du mur de fer et partisans de l'ouverture et de compromis diplomatiques. Ça donnera Israël et ses colombes, un autre de vos ouvrages paru en 2016. Plus récemment, vous avez fait paraître Israël, une démocratie fragile. Alors, Samy Cohen, de manière structurelle et avant évidemment de nous pencher sur l'actualité la plus récente, notamment l'agenda de réforme du gouvernement Netanyahou, quelles sont les fragilités intrinsèque de la démocratie israélienne, une démocratie qui évidemment s'inscrit dans un environnement géopolitique assez largement hostile. Écoutez, intrinsèquement, je dirais plusieurs choses. Premièrement, ce qui est vraiment frappant et très d'actualité, c'est l'absence de constitution et c'est une absence qui est remplacée par des lois fondamentales qui sont très mal protégées. On le voit actuellement, lorsque le gouvernement veut modifier une loi fondamentale ou en créer une nouvelle, il peut le faire en l'espace de 15 jours, à peu près. Avec une majorité simple ? Avec le vote d'une majorité simple, c'est de 61 députés sur 120. Ce qui est une chose absolument incroyable dans une démocratie, dans toute démocratie libérale. Généralement, si vous prenez le cas de la France ou le cas des États-Unis, toute modification, le cas de la France, c'est soit par référendum, soit par réunion des deux chambres en congrès réunis à Versailles et qui doivent voter à une majorité qualifiée des 3/5. Ça n'est pas dû, précisons-le, au gouvernement Netanyahou. C'est quelque chose qui existe j'allais dire de toute date, mais il n'y a pas eu de réforme récente pour permettre simplement à une majorité simple de faire évoluer, de modifier une loi fondamentale. Non, ça ne tient pas à une décision récente. C'est comme ça depuis le début. Il n'y a qu'une seule loi fondamentale qui est un peu plus protégée, mais même pour toutes les autres, la protection est très faible. Et on le voit par exemple maintenant pour le projet concernant les pouvoirs de la Cour suprême ou la modification de la loi fondamentale de la Knesset pour permettre à Aryeh Deri de faire partie du gouvernement alors qu'il avait été condamné et que la loi fondamentale interdisait la nomination d'un député qui avait été condamné par la justice. Condamné à une peine avec sursis. C'est ce qui fait aussi peut-être ce qui va nous amener tout à l'heure à la discussion de savoir quel sera l'avenir politique, puisque un député peut être député même s'il a été puni d'une peine avec sursis, ce qui n'est pas le cas pour un ministre. Il peut être député, bien entendu. La loi fondamentale le permet, mais elle ne lui permet pas d'être ministre du gouvernement. Il peut être éventuellement Premier ministre par intérim, ça c'est possible, mais pas ministre du gouvernement. La loi fondamentale l'interdit et ce que le gouvernement a fait en décembre, c'est de modifier cette loi fondamentale en jouant un peu sur les mots et ceci a été rejeté par la Cour suprême, comme on le sait, hier à 16h, heure d'Israël. Qui a invoqué notamment cette question de loi personnelle faite sur mesure presque pour Aryeh Deri, ce qui pose évidemment un problème majeur. Oui, écoutez, une loi fondamentale doit porter sur des sujets qui touchent l'ensemble de la société, sur des enjeux profonds, importants, qui engagent l'avenir du pays. Or là, ce sont je dirais un tripatouillage de la loi fondamentale pour des raisons personnelles. On modifie ici ou là pour permettre à un ministre de faire partie du gouvernement. Ça, c'est pas très honorable pour une démocratie. Et les démocraties libérales ne disposent pas de ce genre de possibilités.
Dans le cadre que vous avez dessiné à grands traits il y a quelques instants, Samy Cohen, quel rôle tient très précisément la Cour suprême et qu'est-ce qui a changé depuis ce que certains ont appelé, pas toujours de manière très laudative, l'activisme juridique porté par l'ancien président de la Cour suprême et l'un des acteurs clés finalement au creux de cette bataille en cours, le juge Aaron Barak? Écoutez, la Cour suprême a évolué dans le temps, hein. C'est une dynamique. Ce que Aaron Barak avait fait en 1995, c'était deux choses. D'abord, de proposer, et ça a été accepté, qu'une loi fondamentale soit d'une valeur supérieure à une loi ordinaire. Ça a été accepté. Et la conséquence, a-t-il ajouté, c'est que qui peut décider qu'en cas de conflit entre une loi ordinaire et une loi fondamentale, qui peut décider, peut interpréter la situation, ce sont les juges. Ce ne sont pas les députés qui font les lois et qui peuvent aussi interpréter la loi. Il faut que ça soit une juridiction qui soit un peu au-dessus et en dehors. Ça a été accepté mal, mais ça a été accepté pendant assez longtemps. Et avec le retour de Benjamin Netanyahu en 2009 et d'une majorité qui était constituée assez largement de partis politiques de droite et d'extrême droite, surtout à partir de 2013-2015, le projet a été de revenir en arrière, de ne pas laisser perdurer cette situation où la Cour suprême pourrait retoquer des lois ordinaires. Alors, la droite accuse la Cour suprême d'abus de pouvoir et de retoquer constamment des lois ordinaires. Ce qui est complètement faux. La Cour suprême a retoqué très peu de lois ordinaires. Si vous prenez la longue durée entre 1995 et aujourd'hui, elle a retoqué très peu de lois. Par contre, il y a une chose que la droite ne dit pas, c'est que très souvent, la Cour suprême a soutenu le gouvernement. Si vous prenez par exemple la politique de construction des colonies en Cisjordanie, elle avait été saisie à un moment et elle avait dit, écoutez, cette question n'est pas une question justiciable, c'est une question politique. Non pas parce que c'est vrai que l'argument est vrai, c'est qu'elle ne voulait pas de conflit majeur avec le pays, avec l'exécutif et le législatif. Si vous prenez par exemple, d'autres questions, comme les questions sécuritaires, tout ce qui touche à l'armée, la sécurité, la Cour suprême ne contredit pas le gouvernement. Prenez par notamment exemple pendant la seconde intifada. Pardon ? Notamment depuis la seconde intifada, avec beaucoup de décisions fortes prises à l'époque, notamment par le gouvernement d'Ariel Sharon. Oui, notamment depuis la deuxième intifada, mais bien avant déjà. La Cour suprême, sur cette question-là de la colonisation, où elle a dit que ça ne relevait pas de ses compétences, ça date de bien avant. Sur les questions de sécurité, notamment pendant la deuxième intifada, elle a pratiquement refusé de condamner l'armée, sauf un cas unique, qui est le cas de l'usage des boucliers humains par l'armée pendant la deuxième intifada. Là, le juge Barak a dit clairement ceci est interdit par le droit international. Mais c'est pratiquement le seul cas. Et donc, on fait un procès qui est, à mon avis, tout à fait injuste à l'égard des juges. Ils ne sont pas assis à gauche. D'ailleurs, la formation des 11 juges, qui sont prononcés sur le cas de Derry, parmi eux, il y avait 3 ou 4 députés qui étaient des députés qu'on appelle conservateurs. Donc, on dit d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, Samy Cohen, si vous le permettez, on dit d'ailleurs que le gouvernement Netanyahu, la majorité actuelle, réfléchirait à une modification concernant la composition justement de cette Cour suprême, et notamment pour la nomination de son président, de sa présidente. Aujourd'hui, visiblement, c'est la loi, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, Samy Cohen, c'est l'antériorité qui prédomine pour définir et élire la personne qui sera présidente. Apparemment, le gouvernement israélien actuel voudrait modifier cette coutume pour permettre des nominations peut-être un peu plus politiques. Oui, écoutez, ce que le gouvernement prépare n'est pas digne du fonctionnement d'une démocratie. C'est encore une fois
modifier une règle de fonctionnement qui est assez bonne. Il y a une commission paritaire composée à la fois de membres du gouvernement, présidée par la ministre de la Justice, composée d'avocats, composée par 3 juges et qui nomme et qui décide qui sera nommé comme juge. Si vous prenez un des gouvernements précédents dans lequel siégeait Ayelet Shaked, ministre de la Justice, elle avait réussi à faire passer 3 juges conservateurs qui étaient très proches de la mouvance sioniste religieuse, sans aucun problème. Aujourd'hui, modifier la composition, c'est simplement renforcer encore plus le pouvoir et le contrôle politique sur une instance judiciaire. Ça, franchement, ce n'est pas honorable pour une démocratie digne de ce nom. Donc vous contestez très clairement, Sami Cohen, l'idée d'une immixtion politique contestable du pouvoir judiciaire dans les affaires parlementaires. C'est ce qu'avait par exemple mis en avant l'ancien président de la Knesset, Yuri Edelstein, quand la haute cour, le Bagatz, lui avait imposé en 2020, donc il y a un peu moins de 3 ans maintenant, de mettre au vote l'élection de son successeur. Il avait parlé à l'époque d'immixtion politique inacceptable. Pour vous, ce n'est pas un argument valable à opposer à la Cour suprême? Écoutez, à chaque fois que la Cour suprême prend une décision qui contredit la Knesset ou le gouvernement, il y a des cris qui sont poussés pour dire c'est une décision politique prise par un forum de personnes qui ne sont pas élues, qui n'ont aucune légitimité et qui essayent de faire un coup politique et de nous entraver, de nous empêcher de gouverner. Mais écoutez, dans toute démocratie digne de ce nom, il y a une Cour suprême dont le rôle est justement de jouer, d'avoir la fonction de contre-pouvoir. En Israël, la particularité d'Israël, contrairement aux États-Unis, contrairement à la France, Israël, le seul contre-pouvoir institutionnel, c'est la Cour suprême. Aux États-Unis, vous avez toute une série de check and balances constamment. Vous avez 2 chambres, le président ne peut pas tout faire. D'ailleurs, aucune des assemblées ne peut tout faire. La Cour suprême elle-même ne peut pas tout faire. Il y a constamment ce jeu de check and balances qui est essentiel pour le bon fonctionnement d'une démocratie. On voit bien à chaque fois qu'il y a la moindre opposition de la Cour suprême, on hurle à la manœuvre politique. Non, ce n'est pas dit. Ça veut dire qu'il faut, d'après eux, supprimer la Cour suprême. À quoi servirait une Cour suprême à partir du moment où elle ne peut pas contredire, elle ne peut pas freiner les actions de l'exécutif et de la Knesset. D'ailleurs, ces dernières heures, dans l'entourage d'Ari Ederi, parmi ses militants supporters en tout cas, certains affirment d'ailleurs que cette Cour suprême, par sa décision rendue hier, est antidémocratique. mais bien sûr, c'est toujours la même rengaine. Les démocrates sont ceux qui violent la démocratie, c'est-à-dire des gens comme prenez même, écoutez, franchement le cas d'Ari, qui est un cas flagrant de quelqu'un qui a été condamné 3 fois par la justice et qui revient qui veut revenir au gouvernement après avoir il y a 1 an exactement, promis à un tribunal que, en cas d'accord entre le tribunal et lui pour en cas d'un plaidé coupable, amoindrir sa peine, et il prendrait la décision de ne pas revenir à un poste ministériel, de ne pas revenir à la politique. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a bafoué sa promesse. C'est une chose qui est totalement impensable. Alors ça, c'est considéré par le chasse comme démocratique et les juges sont considérés comme antidémocratie. C'est vraiment le monde à l'envers. Même si Ari Ederi, a priori,
En tout cas, c'est ce qui circule en ce moment, annonce qu'il respectera cette décision de la Cour suprême. Je voudrais qu'on parle encore d'Aaron Barak, Sami Cohen, l'ancien président de la Cour suprême, qui a accordé une rare interview il y a quelques jours à la chaîne israélienne N12. Une interview dans laquelle il a expliqué qu'à ses yeux, il aurait été peut-être préférable, pour éviter cette réforme judiciaire tant décriée, de trouver un accord, un compromis avec Benyamin Netanyahou dans le cadre de ces 3 procès. Est-ce que vous entendez ces arguments assez étonnants d'ailleurs de la part d'Aaron Barak, de la possibilité existante à ses yeux encore aujourd'hui d'éviter une déflagration des conditions juridiques dans lesquelles avance la démocratie israélienne en trouvant un accord avec Benyamin Netanyahou? Écoutez, c'est une des options pour sortir le pays de la crise, parce que faut pas oublier qu'il y a eu quand même 5 élections dans un temps assez court, je crois en l'espace de 3-4 ans, ce Oui. qui est anormal. Aaron Barak a proposé quelque chose qui n'est pas nouveau, c'est discuté depuis plusieurs années, mais il y a quelque chose de plus important, à mon avis, qui est en fait, modifier la législation et les lois fondamentales de telle façon que toute modification d'une loi fondamentale se fasse à une majorité qualifiée. Et là, on aurait, dans le cas par exemple de la volonté de modifier la loi fondamentale pour surmonter ou contourner la décision d'un juge, si cette loi fondamentale, si cette action est prise par un vote de la Knesset, disons à 70 députés ou 80 députés, là, ça montre vraiment qu'il y aurait un consensus assez large dans le pays et dans la Knesset pour modifier la loi fondamentale. Et là, on serait dans une configuration, je dirais, beaucoup plus saine et beaucoup plus démocratique. Annuler ou modifier une loi fondamentale avec 61 députés, franchement, c'est très problématique. Passer à 70, à une majorité qualifiée, c'est dans le débat politique actuellement en Israël pour modifier une loi fondamentale? Non, ça ne l'est pas. À un moment, dans les années 2010, ça a été proposé d'ailleurs par Aaron Barak lui-même. Il avait dit écoutez, je suis d'accord pour la clause du contournement, mais à ce moment-là, elle devrait être votée. Il me semble qu'il avait parlé d'une majorité de 80 députés. À ce moment-là, ça montre qu'il y a une majorité qualifiée, ce qui est beaucoup plus sain. Majorité des 2/3. La coalition envisage, c'est en tout cas les bruits qui circulent depuis ce jeudi matin, de nommer Aryeh Deri soit au poste de président de la Knesset à la place d'Amir Oxana, qui a d'ailleurs rendu visite hier aux côtés de Benyamin Netanyahou à Aryeh Deri. On évoque également la possibilité qu'Aryeh Deri devienne Premier ministre suppléant. Est-ce que ces 2 options vous paraissent poser problème? Juridiquement, non, elle n'en pose pas, puisque rien n'empêche, sur le plan légal, à Aryeh Deri de prendre un poste qui n'est pas un poste ministériel. Il pourrait très bien prendre aussi le poste de Premier ministre par intérim. Mais pour ça, il faut que le gouvernement démissionne et soit renommé à nouveau pour pouvoir nommer Aryeh Deri Premier ministre par intérim. Non, c'est une manœuvre qui permet à Aryeh Deri de sauver la face. Qui était visiblement par ailleurs l'allié le plus sûr de Benyamin Netanyahou dans cette coalition assez hétéroclite, malgré une sorte de parfois beaucoup de convergence sur le plan idéologique, mais on sait qu'il est beaucoup plus facile de discuter visiblement avec Aryeh Deri du point de vue du Likoud qu'avec Itamar Ben-Gvir ou Smotrich. Oui, Aryeh Deri est quand même un personnage à la fois, il faut le dire, un leader politique corrompu, mais c'est un leader politique modéré. Et il n'a pas l'attitude extrémiste qu'ont Smotrich et Ben-Gvir, notamment pour contrôler la police, prendre des mesures qui sont assez provocatives, comme prier sur le mont du Temple. Ce n'est pas le cas de Deri. Deri a effectivement, et c'est un personnage qui a un caractère pondéré et responsable, ce qui n'est pas le cas de Smotrich et de Ben-Gvir.
Alors ce matin, la procureure générale Gali Baharav Miara a demandé à Benyamin Netanyahou de suivre sans tarder la décision de la Cour suprême. Les médias israéliens indiquent néanmoins que ces dernières heures, Benyamin Netanyahou consulterait des spécialistes de droit pour s'assurer qu'il n'existe pas une voie pour contourner cette décision de la Cour suprême. Est-ce que vous envisagez, Sami Cohen, que Benyamin Netanyahou puisse passer outre cette décision de la Cour suprême? Écoutez, ce n'est pas impossible, c'est peu probable. Parce qu'à ce moment-là, il montrerait non seulement au pays, mais au monde entier, euh, pour la première fois dans l'histoire du pays, qu'une décision de la Cour suprême n'est pas respectée. Là, ce serait une entorse majeure et très importante et vraiment dramatique. Ce serait dramatique pour l'image d'Israël dans le monde. Alors quel est le poids justement des pressions, des discussions, des influences étrangères, notamment américaines, sur les décisions politiques qu'a prises, que pourrait prendre Benyamin Netanyahou? En quoi l'enjeu extérieur, international pèse dans sa décision? Mais les Américains sont surtout intéressés par la situation dans les relations entre Israël et les Palestiniens. Ils ont à plusieurs reprises fait pression pour qu'Israël s'abstienne de toute décision, toute mesure qui aggraverait la question des relations avec les Palestiniens et si possible, ce serait assez dur, si possible, ramènerait les uns et les autres à la table de négociation. Ça pour eux, c'est très important. Maintenant, la situation de la démocratie en Israël, c'est également important, mais je ne pense pas qu'ils vont se mêler de la situation intérieure parce que ce serait vraiment une immixtion qui serait très mal perçue. Et je dirais que c'est un enjeu qui est quand même secondaire pour les États-Unis par rapport aux questions géopolitiques. Même si peut-être, Sami Cohen, l'entourage ou Benyamin Netanyahou lui-même pourrait mettre en avant auprès de ses interlocuteurs américains qu'Ari Deri, comme vous le disiez tout à l'heure, est un acteur de modération dans cette coalition et qu'il peut justement peut-être bloquer certaines volontés de Ben Gvir ou Smotrich qui poseraient problème notamment aux Américains, mais pas seulement. Oui, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que Netanyahou doit décider ce qu'il fait, comment il réagit par rapport à la décision de la Cour suprême. Est-ce qu'il peut se permettre de passer outre, quel que soit l'argument? L'argument de la modération en est un, mais peu importe. Même s'il l'utilise, ce serait une rupture je dirais, du pacte de société, de la société israélienne, dans laquelle il est dit clairement, depuis 1948, depuis les premières décisions de la Cour suprême, ces décisions doivent être respectées par le gouvernement et par la Knesset. Ça a toujours été, quelles que soient les divergences entre la juridiction de la Cour suprême et le gouvernement de l'autre côté. La procureure générale, je le disais tout à l'heure, Gali Baharav Miara a pris position ce matin. Elle avait déjà pris position la semaine dernière, tout comme la présidente actuelle de la Cour suprême, Esther Hayout. Quel est l'impact de leur prise de parole dans l'opinion publique pour lui permettre de mieux appréhender les enjeux en cours alors que les manifestations se poursuivent et il y en aura une encore ce week-end, samedi soir, notamment à Tel Aviv, pour protester contre les réformes judiciaires portées par le gouvernement Netanyahou? Non, écoutez, il est évident que les décisions des juges de la Cour suprême et les positions juridiques que prend la conseillère juridique du gouvernement, évidemment, sont pain béni pour ceux qui souhaitent qu'on ne touche pas à la Cour suprême. C'est un encouragement absolument extraordinaire. Cela étant, il faut dire une chose, c'est que autant il est indispensable que la décision de la Cour suprême soit respectée. Il en va de l'identité même de l'État d'Israël, sur son identité. Est-ce que c'est un pays encore démocratique ou pas? Mais par contre, en ce qui concerne les recommandations du conseil juridique du gouvernement, normalement, le gouvernement est tenu d'en tenir compte, il n'est pas obligé.
Merci beaucoup Samy Cohen d'avoir été avec nous. On va se séparer en musique, c'est une tradition dans Géopolitique le MAG. On va écouter Roni Daloumi interpréter Balada Leïcha, une balade pour une femme, accompagnée par l'Orchestre Philharmonique de Jérusalem. Merci encore Samy Cohen d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche émérite aux séries Sciences Po, politologue, auteur notamment de Tsahal à l'épreuve du terrorisme, Israël et ses colombes et plus récemment Israël, une démocratie fragile. À très bientôt sur Radio J. Merci à vous. Merci beaucoup.